Bienvenue dans cette troisième saison du PEX Podcast, le partage d'expériences en prévention des risques. Je suis Alexandre Zèbre, créateur du site safetyvigilante.com. Cette saison est un peu spéciale car cette année, je m'associe à Preventica pour vous proposer des épisodes avec des experts du domaine de la santé et de la sécurité au travail. Je remercie Preventica qui me fait confiance et qui a compris ma démarche, mais surtout, je suis heureux de pouvoir travailler avec une entreprise qui a construit un réel et grand réseau de préventeurs. Ma nouvelle invitée est la sociologue du travail Danielle Linard, qui vient aborder avec nous son domaine d'expertise, l'évolution du travail et de l'emploi. Notre discussion aborde donc l'une des évolutions récentes et rapides de notre façon de travailler, le télétravail. Nous échangeons sur les risques de cette situation, mais aussi plus spécifiquement, comment le télétravail peut exacerber les dimensions les plus nuisibles de l'emploi. Cet épisode est le premier d'une série de podcasts que j'ai enregistrés au Salon Preventica de Paris. Bonne écoute. Donc je suis sociologue du travail, directrice de recherche émérite au CNRS et je fais partie d'un laboratoire qui s'appelle le CRESPA, le Centre de recherche en sociologie et politique de Paris, dans une équipe qui s'appelle elle-même GTM, genre travail mobilité. Très bien. Donc le thème qu'on avait prédéfini, si je peux dire, c'est celui du télétravail. Est-ce que vous pourrez attaquer tout de suite par nous dire en gros quels risques vous voyez comme principaux dans l'exercice du télétravail? Alors, le risque, il est lorsque le télétravail s'installe et qu'il est d'une durée importante, c'est-à-dire au-delà de 2-3 jours, parce qu'il arrive que des gens soient en télétravail pour la semaine entière ou pour 4 jours. Alors, à partir du moment où il est quantitativement important, je crois qu'il est vecteur d'exacerbation de ce que peuvent vivre les salariés au sein de leur travail lorsqu'ils sont dans leur entreprise. Et je veux dire par là que notre management a modernisé l'organisation du travail et les modalités de mobilisation des salariés depuis les années 80, et il a instauré un modèle qui fait jouer des tensions extrêmement contradictoires, qui entrent en situation de paradoxe, parce que d'un côté il y a une sorte de mise en scène managériale qui prétend pourvoir au bien-être, au bonheur des salariés, avec des Chief Happiness Officers, avec des séances de massage, de méditation, des numéros verts de psy, des salles avec des jeux vidéo, des viennoiseries gratuites, enfin toute une série de pratiques qui rendent la présence sur le lieu du travail plutôt agréable. Et il y a aussi une forme de mobilisation des salariés qui va dans le sens d'une individualisation de la relation de chacun à son travail, d'une personnalisation, voire psychologisation de cette relation, c'est-à-dire que on va susciter ce qui est strictement humain chez le salarié, ses aspirations à être reconnu, à être le meilleur, à avoir la première place. C'est humain ou c'est foncièrement individuel surtout? C'est des aspirations individuelles? Alors, c'est des aspirations individuelles, mais dont sont porteurs chaque être humain, dont est porteur chaque être humain. Si vous voulez, un enfant, il a envie en classe d'être le meilleur, même quand il joue dans la cour, il a envie de gagner. Bon, il y a une espèce de plaisir à être remarqué, à être reconnu, à être encensé, à être félicité, à être mis en scène, etc. Et je pense que le management moderne joue là-dessus. Enfin, moi, j'ai entendu des jeunes cadres qui me disaient, quand j'étais embauché, on m'a dit, montre-nous qui tu es. Voilà, révèle-toi, nous, et puis tu te révéleras toi-même aussi. Donc, il y a une sorte de sollicitation du narcissisme de chacun. On va te mettre en situation de te dépasser, de te surpasser, d'arriver à ce que tu n'imaginais même pas en découvrant ton propre potentiel. On aime les gens qui sont aventuriers, qui ont le goût du risque, qui savent se remettre en question. Enfin voilà, il y a tout cette surinvestissement sur, je dirais, des traits de personnalité, des traits de l'intimité de chacun,
dans une mise en concurrence généralisée. Et donc, dans cette mouvance, je dirais, de pratique, de sollicitation, de mise en scène, chacun a envie effectivement de se réaliser dans son travail et d'être reconnu dans ce qu'il fait dans son travail. Mais, et c'est là le deuxième versant qui est complètement antagonique du premier, le travail dans lequel on doit se révéler, on doit se dépasser, c'est un travail qui est très prescrit. En réalité, y compris pour les cadres, les ingénieurs, il y a des codifications, procédures, méthodologies, des protocoles, des reportings, des bonnes pratiques qui ont été conçus par des gens loin du terrain, des experts, des consultants de grands cabinets internationaux qui définissent la façon dont le travail doit s'effectuer avec des relais qui sont les logiciels, les nouvelles technologies numériques. Et donc il y a une véritable tension, un véritable paradoxe entre d'un côté, vas-y, investis-toi, montre qui tu es, révèle-toi à toi et à nous et à tes propres yeux, et de l'autre, mais tu fais strictement de la manière dont on a choisi de te faire travailler selon des logiques de rationalité économique ultralibérale. Voilà. Et justement, alors, pour revenir à ce que vous avez dit sur le fait que c'est intéressant de voir ça, cette exacerbation due au télétravail, ça veut dire que du coup, ces nouveaux modes, cette nouvelle organisation de travail, elle va être beaucoup plus ressentie à ce moment-là. Alors, juste, il y a un moment qui est intéressant parce que dans un premier temps, on l'a vu lors du premier confinement, lorsqu'il y a eu le premier confinement, 40% des gens sont allés en télétravail, alors que jusqu'à cette période-là, les managers étaient plutôt timorés, n'avaient pas tout à fait envie de voir leurs salariés s'éparpiller dans la nature, de ne plus pouvoir les contrôler, de ne plus avoir sous la vue et sous la main, quoi. Bon, mais ça s'est bien passé parce que les salariés étaient contents dans un premier temps. Dans un premier temps, ils étaient contents parce qu'ils étaient à l'abri du virus. Effectivement, c'est déjà un soulagement. Et deuxièmement, ils étaient à l'abri de ces tensions dont je parlais là entre sollicitation et impossibilité de répondre à cette sollicitation parce que le travail est très normé. Et donc, il y a de la souffrance, de l'angoisse, de l'anxiété, une mise en concurrence, donc des relations difficiles entre les gens. Et du coup, les salariés étaient bien contents de mettre de la distance par rapport à une entreprise où ils vivaient que des contradictions, des tensions qui étaient répercutées par la hiérarchie omniprésente, qui mettait la pression, alors que les gens étaient coincés dans ces contradictions. Donc, à la maison, ils se sentaient à l'abri et un peu loin de tout ça. Loin de la concurrence, des collègues un peu malveillants, jaloux, loin du hiérarchique qui fait la pression, tranquille à la maison, en se reposant parce qu'on doit se lever moins tôt le matin, on n'a pas le trajet, etc. Donc un premier temps de relative satisfaction, on met une distance, et une distance physique, mais une distance psychique aussi, par rapport à tout ça. Voilà, on ne veut plus en entendre parler, on est chez nous, tranquille. Bon. Mais si je parle d'exacerbation, c'est que progressivement, ce qui était la logique qui a prévalu à la fuite, je dirais, du milieu de travail pour être chez soi tranquille, va déterminer une souffrance encore plus grande qu'au travail. Pourquoi ? Parce que ces contradictions, elles vont s'afficher d'une façon beaucoup plus unilatérale, je dirais presque moins ambivalente, mais dans leur côté sombre, dans leur noirceur. C'est-à-dire que quand on est tout seul face à son écran, on n'est que confronté à des logiciels qui sont les vecteurs de ces procédures, protocoles, méthodologies imposées, les manières de travailler sur lesquelles on n'a pas son mot à dire. On ne peut rien changer, on ne peut pas faire valoir son point de vue professionnel, on ne peut pas poser des questions, c'est très compliqué parce qu'il faut le faire par des réseaux compliqués. Bon, c'est pas du tout pareil. Donc, on est confronté à une hyper abstraction de son travail, encore plus forte que ce qu'on pouvait vivre sur le lieu de travail, quelque chose de très formel et qu'on va vivre dans une sorte de vide. On est dans le vide. Il n'y a pas les collègues, il n'y a pas la hiérarchie, il n'y a pas les clients, il n'y a rien. On est tout seul face à une machine qui véhicule des modes de travailler pensés par des autres et qui sont
assimilé par une logique numérique. Et donc, on a l'impression de travailler dans le vide. Et la question, c'est pour qui, pourquoi et avec qui on travaille finalement. Il n'y a plus personne autour de soi. On est face à une machine et on a le sentiment de perdre toute utilité sociale, de perdre de vue le sens et la finalité du travail qu'on fait. Et donc, il y a une exacerbation. S'il y a déjà une frustration sur le lieu de travail en disant bah, tout ça, c'est prémâché. Moi, je suis un professionnel, mais j'ai rien à dire. Ben, j'ai encore moins à dire quand je suis totalement atomisé face à mon écran. Donc là, il y a une exacerbation de ce qu'on pouvait ressentir sur place et qui faisait qu'on fuyait le lieu de travail. Et quant aux relations qui étaient désagréables avec les collègues parce qu'en concurrence, etc., c'est encore pire parce que même si ce sont pas toujours des gens bienveillants, mais des concurrents, ce sont des vraies personnes. Des vraies personnes qui reflète le vrai monde. Et travailler, c'est sortir de chez soi. C'est sortir de soi pour aller à la rencontre d'autrui, d'autres problématiques, d'autres manières de voir le monde. Et ça n'existe pas non plus. Donc, sur les deux plans, de la qualité des relations sociales et du contenu du travail, il y a une exacerbation. Et alors, justement, pour rebondir sur la partie utilité sociale et relations sociales, est-ce que du coup le télétravail, est-ce que vous percevez comme ça? Est-ce que ça met en lumière que les liens sociaux de l'entreprise, ou en tout cas des organisations, elles sont comme des soupapes qui permettent de supporter le travail ou... Alors je dirais que ce que les gens recherchent dans le travail, c'est pas du tout seulement le salaire, pas du tout. On voit bien la souffrance des chômeurs, même s'ils sont indemnisés, le fait d'être privés du travail, c'est très douloureux parce qu'on a l'impression d'être inutile, on a l'impression d'être un mauvais citoyen en quelque sorte. Bon, travailler, c'est concourir avec les autres à la reproduction de la société. C'est-à-dire que on contribue à satisfaire le besoin d'autrui. On sait que le temps qu'on passe, qu'on consacre à d'autres choses que ce à quoi on voudrait être, par exemple, vacances, être avec sa famille, etc., etc. Alors, bon, on le dédie au travail, mais parce que c'est nécessaire pour satisfaire tous les besoins de notre société. Donc, travailler, c'est savoir que ce que l'on fait a du sens, a de la valeur, et on le fait avec des autres. Donc, on coopère. On construit quelque chose avec les autres, il y a une solidarité professionnelle, il y a une interdépendance professionnelle et ce qu'apprécient les gens au travail, ce sont les deux choses, c'est de rencontrer d'autres personnes, de découvrir d'autres cultures, d'autres manières d'être, d'autres manières de ressentir et de voir le monde. Donc c'est extrêmement enrichissant et d'un autre côté, on a le sentiment de coopérer dans la réalité du travail avec ces gens-là. Non seulement on peut avoir des amitiés, des liens affectifs, etc., et des moments de détente communs, mais en même temps, avec eux, on fait quelque chose qui sert et qui a un rôle social, qui satisfont des gens dont on peut être fier. Voilà. Donc, si je comprends bien, c'est bien le fait d'être privé de tout ça, toute cette partie... elle devient abstraite. Oui, voilà, qui devient abstraite, qui fait que ça exacerbe tout ce qui ne va pas, si je puis dire, bien dans sûr, le travail. Exactement. On n'a pas de compensation. On n'a pas de compensation parce que même si on aime les siens et la famille, on a besoin de. Moi, j'avais fait des enquêtes, de sortir aussi de sa famille. Moi, j'avais des enquêtes dans les années 80 avec des femmes qui expliquaient que quel que soit le boulot, elles voulaient travailler pour pas rester chez elles, pas uniquement avec leurs conjoints, leurs enfants, même si elles les adoraient, ça n'avait rien à voir, mais elles voulaient s'ouvrir au vrai monde, voir d'autres choses, découvrir d'autres choses, pas rester enfermées un petit peu dans une sorte d'exclusion de l'activité sociale, économique, culturelle. Voilà, c'est formidable le travail, disait Freud, est très réparateur. Parce qu'il vous fait aussi sortir de vos problèmes à vous, de vos obsessions, de vos déceptions, de vos échecs. Voilà. Vous avez chaque fois la possibilité de vous remettre en jeu, de réussir des choses, d'avoir des échecs, mais d'être aidé par les gens aussi, par les collègues, etc. Et alors, je voudrais revenir sur la question que vous avez dit en introduction. Finalement, ça m'a surpris parce que, en fait, pour moi, c'était plutôt de l'ordre du ressenti. C'est que vous avez dit que à partir du moment où quantitativement, ça fait beaucoup. C'est-à-dire que 2 ou 3 jours de travail. Comment on sait, comment on mesure que 2 à 3, c'est la barrière où... Non, je dirais presque 1 à 2, parce que si on ne va pas 1 à 2 jours
je vais dire au labo, parce que moi je vais dans mon labo, mais dans son lieu de travail, on sait que au bout du 2e jour, on va y aller. Donc le soir, on se couche le 2e jour en disant je vais au travail, je vais retrouver les autres. En fait, on se couche, je dirais, c'est important cette idée de avec quoi on se couche, parce que j'ai retrouvé à travers les interviews l'importance de quelle nuit on va passer en fonction de ce qu'on va faire le lendemain. C'est vrai que ça joue beaucoup. Et j'avais vu des ouvrières qui me disaient que pour elles c'était une épreuve parce qu'elles étaient très malheureuses, elles étaient maltraitées, il y avait du harcèlement, donc elles appréhendaient. Mais là, en fait, au bout de on sait qu'on va retrouver les gens, qu'on va y aller, que même le métro, prendre sa voiture, voilà, c'est sortir de chez soi. On va dans la vraie vie qui est pas uniquement la vie confinée chez soi avec ses proches ou ses amis intimes. Donc, je dirais effectivement, c'est ce que disent les gens en fait, parce que j'ai fait des. C'est un retour de les gens disent 2-3 jours ça va, mais au-delà surtout pas. C'est vrai. Mais alors c'est quelque chose que je dis aussi et que de mes collègues disent, c'est vrai que c'est toujours autour de 2-3 jours. Et je me demandais si c'était une vérité presque cognitive qu'on pouvait mesurer ou c'est juste en gros c'est le retour. On a besoin de retourner voir les autres. Ouais. Les autres, l'important c'est les autres. On ne peut pas vivre sans les autres. Regardez ce que c'est que la prison. C'est la privation des liens avec vos amis, vos collègues. C'est la privation des liens. Le plus important pour un être social comme nous sommes, c'est de retrouver des gens. De retrouver des gens à la cantine, à la cafétéria, même dans le métro. Moi, je sais que personnellement, mais j'aime voir des gens, les écouter. Je sais que c'est indiscret, mais comme je les connais pas, ça n'a pas d'importance. C'est intéressant de voir le monde, de le découvrir. Et pourquoi est-ce qu'on aime voyager? C'est justement pour découvrir d'autres personnes qui ont d'autres visions du monde, d'autres discours. C'est ça la vraie vie. Être chez soi, c'est quelque chose qui est très qui prive vraiment de choses fondamentales. Moi, je sais que les handicapés qui pourraient rester travailler chez eux, parce que bon, c'est complètement compréhensible, on leur explique tout à fait peu. Ils demandent à ce qu'on aménage le poste de travail pour aller travailler comme les autres, pour être avec les autres. Il y a un besoin d'être avec les autres, se confronter aux autres. Et puis aussi, pour le travail, c'est intéressant d'avoir des retours, de poser des questions. Nous sommes des êtres sociaux. On a besoin d'avoir un retour, un échange, une interaction. C'est ça la vraie vie. Et justement, alors, je voulais vous poser une question qui est un peu même originale pour moi, c'est de se mettre du côté du manager. Parce qu'en fait, il est souvent pointé du doigt, et notamment au niveau peut-être plus au niveau du 2e confinement. C'est là qu'ils sont apparus justement ces idées que en gros, comment dire, que du coup le manager, je veux dire l'entité en lui-même était trop présent, qu'il avait ce côté de flicage et tout ça, mais en fait, lui le manager il est finalement qu'une pièce aussi de cette organisation. Et je me demandais lui finalement qu'est-ce qu'il peut apporter, qu'est-ce qu'il peut faire pour prévenir justement les risques et essayer à son échelle de justement s'auto-réguler. Je ne sais pas exactement quelle piste pourrait y avoir pour rapport à un manager. Votre question est très intéressante parce qu'en fait, les managers, ils n'ont pas tellement de liberté. Moi, je connais un jeune enseignant à l'université d'Evry qui s'appelle Gaëtan Floco, qui a écrit un livre sur les cadres, notamment les cadres supérieurs, et le titre de ce livre, c'est « Des dominants très dominés ». Et c'est vrai, parce que ils exercent une domination sur leurs subordonnés, hein. Il les encadre, il leur met la pression, il les contrôle, il peut les harceler, enfin bon. Et puis eux-mêmes sont très dépendants de leur hiérarchie, ils peuvent être licenciés, voilà. Donc leur carrière est très mise un peu au fil du rasoir. Ils n'ont pas une possibilité de décider de la manière dont ils vont manager, de la manière dont ils vont réguler leurs relations avec leurs subordonnés. Donc appliqué au télétravail, ça veut dire qu'ils ont encore moins de... Alors le télétravail est dangereux pour eux parce que d'une certaine façon, ça suggère qu'ils ne sont pas indispensables. Vous savez, oui, dans le télétravail, le fait qu'ils soient pas physiquement là
qu'il n'ait pas la possibilité d'interroger les gens, de vérifier, de contrôler, etc. On peut se demander comment est-ce qu'ils vont... Alors, il y a le flicage par les logiciels, on sait qu'il y a ça, c'est pas très brillant, mais la question se pose d'ailleurs de plus en plus de façon générale de l'utilité des managements de proximité, de la hiérarchie intermédiaire, parce qu'il y a des mises en question de cette bureaucratie excessive, de ce contrôle inutile, lourd, paralysant pour les salariés, qui est très coûteux, parce qu'ils ont des salaires élevés. Et on voit cette mise en cause dans les entreprises libérées. Vous savez, voilà, ils disent on peut faire l'économie de toute la hiérarchie intermédiaire à partir du moment où les salariés sont responsables et assument toutes ces fonctions. Donc là, c'est une occasion supplémentaire où se pose la question de leur véritable rôle, de leur utilité. Et effectivement, il serait souhaitable qu'ils en profitent pour essayer de se redéfinir. Mais c'est pas facile. Alors moi, par rapport à ça, effectivement, j'ai, sociologiquement parlant, le sentiment que leur rôle n'est pas très bien défini. Ils sont plutôt là pour bloquer, pour angoisser, pour des fois anesthésier les gens ou pour les rendre malades. Ou, voilà. Mais ils sont rarement des personnes ressources, des personnes qui soient capables de débrouiller des situations compliquées, de trouver des solutions lorsqu'il y a des difficultés, d'être experts, compétents et de pouvoir montrer sur des points précis du travail des gens qu'ils encadrent, qui peuvent leur donner des bonnes idées, les aider, etc. C'est pas ça qu'ils font. Ils sont plutôt une sorte d'encadrement vigilant qui relaye bien la philosophie managériale, essayer du contrôle, de la stimulation, de la mise en concurrence, de l'évaluation, dont on n'est pas toujours persuadé qu'elle soit très objective. Bon, voilà. Donc je pense que c'est un bon moment pour qu'ils se remettent en question et qu'ils essayent de redéfinir un rôle. Je pense que ce rôle, il doit être plutôt celui d'experts, de personnes compétentes, de personnes ressources, capables d'intervenir en soutien. Et puis qu'ils ne se satisfassent pas de cette relation de subordination qui définit leur positionnement dans l'entreprise, à savoir qu'eux-mêmes sont subordonnés à la hiérarchie, mais que les salariés qu'ils encadrent sont leurs subordonnés et qu'ils ont les moyens de se faire obéir des fois par en maniant la menace, la peur, la sanction, le stress, etc. Donc je pense que ça serait un bon moment pour qu'il y ait une réflexion sur leur rôle, qu'ils réfléchissent eux-mêmes et que soit entendue cette idée que dans une société moderne, où du point de vue de la démocratie politique, nul n'est censé appartenir à personne, cette logique de subordination qui fait que dès que vous voulez travailler, que vous signez votre contrat salarial, vous vous mettez dans une logique de soumission à l'égard de votre supérieur, vous n'avez pas le droit de le contredire, vous devez lui obéir. Bon, ça c'est une question, à mon avis, qui pourrait être soulevée à l'occasion de ce télétravail. Et encore une fois, encore dans cette idée d'exacerbation, je me demande si le fait justement d'avoir l'intermédiaire des logiciels ne fait pas percevoir quelque chose qui est bien plus... qui va être perçu comme beaucoup plus négatif et beaucoup plus coercitif que ça n'est de la manière dont c'est envoyé. Un peu de la même manière que quand on émet un message, on ne sait pas comment il va être perçu, mais là en fait il y a un côté, il y a un facteur très froid qui va décupler la puissance de quelque chose qui fait que, et une fois de plus je me mets du côté du manager, c'est-à-dire que finalement lui il essaie de prendre des informations d'une avancée de quelque chose et il est contraint justement par son propre manager. Et du coup, il va envoyer, j'en sais rien, un message instantané à son manager qui va lui être dans une tâche, il va recevoir ça, il va se dire mais attends, mais qu'est-ce qu'il me dit lui, il me flique, il m'envoie ça comme ça sans alors que et ça peut être perçu en plus comme une intrusion dans la vie privée chez moi. Voilà. Chez moi, il vient m'emmerder chez moi. Alors entre guillemets, si ça avait été au travail, il aurait pris un peu de temps au café ou d'une manière qui serait complètement différente. Et du coup, c'est pour ça que je me dis, ok, il y a des choses où il faut mettre le holà, mais il y a des choses où finalement, comment moi je peux aider le manager à porter ce message. Mais il faut qu'il reconsidère effectivement tout à fait son rôle de A à Z, j'allais dire, et qu'il ne s'autorise pas
entre guillemets, à maltraiter ses salariés, parce que c'est de la maltraitance de lui envoyer de façon autoritaire et à n'importe quel moment de la journée, sans savoir comment il va, comment il est, quel est son état d'esprit, paf, soit des commentaires sur son travail, et soit vous pensez c'est qu'il a cette perception qu'il est autoritaire et qu'il est en train de maltraiter, enfin, qu'il est en situation de maltraitance. Vous pensez qu'il en a conscience? Parce que moi, je me suis justement, c'est un bon moment pour essayer de se poser ces questions. Est-ce que ça pourrait pas être un moment de prise de conscience, effectivement, le télétravail, de à quoi je sers, qu'est-ce que je fais, comment je le fais lorsque je suis sur mon lieu de travail, alors que là je n'y suis pas. Comment je peux redéployer mon travail, mon rôle, ma fonction en télétravail. Donc peut-être amener à se poser les questions que vous soulevez, qui sont des vraies questions très importantes. Et moi je dirais qu'il y a un autre aspect aussi dont on n'a pas parlé, qui est qu'à partir du moment où les gens sont atomisés comme ça, pour les acteurs syndicaux, c'est extrêmement compliqué de mettre d'essayer de stimuler des dynamiques de mobilisation, des campagnes de revendication ou d'aide à des gens qui sont en train lorsqu'il y a des problématiques de souffrance au travail qui sont en train de couler. Bon, on sait que les représentants syndicaux, les militants syndicaux ont souvent un rôle un peu comme on dit d'assistante sociale, c'est-à-dire que c'est eux qui vont leur parler parce qu'ils sont souvent isolés. Donc, c'est bizarre parce que justement on dit assistante sociale mais un peu de manière négative, oui. Alors que oui, mais c'est utile quand même. Très utile, alors justement, mais les deux rôles, aide individuelle et action collective, les deux vont être extrêmement malmenés par la généralisation du télétravail. Donc ça aussi c'est quelque chose qu'il faudrait repenser, parce que même si les gens reviennent sur le bureau, ils reviennent pas tous au même moment. Donc donc c'est très compliqué. Et puis il y a aussi une autre tendance que je trouve un peu inquiétante, c'est celle du flex office. C'est-à-dire qu'à partir du moment d'accord. Le flex office, c'est-à-dire qu'il y a moins de places que de salariés, pardon. Et donc à partir du moment où personne n'a de bureau attribué, qu'il y en a moins que de personnes qui pourraient potentiellement souhaiter revenir, si tout le monde souhaite revenir le même jour par hasard, il n'y a pas assez de place. Ouais. Donc il faut réserver à l'avance. Et du coup, ça donne un sentiment à chaque salarié qu'il n'est pas chez lui dans l'entreprise. Parce que c'est comme quand vous allez au restaurant, vous réservez votre place, votre table. Là, vous êtes obligé de réserver votre place, comme si vous alliez sur un lieu qui vous est étranger, alors que c'est le lieu de votre entreprise où vous travaillez, dont vous faites partie. C'est une communauté quand même. Et c'est une façon de vous dire que vous appartenez moins à l'entreprise, vous pensez ? C'est-à-dire que c'est une manière de vous dire, vous faites partie de l'entreprise, mais il faut vous faire accepter, vous n'avez pas tous les droits, voilà. Vous n'avez pas, et en termes de communauté, de vie, je veux dire, de sentiments, de partage, de solidarité, etc. D'appartenance aussi. D'appartenance, absolument. C'est le terme que je cherchais. Donner du sens à ce qu'on fait. C'est exactement le terme que je cherchais. Appartenance, effectivement, ça brise en deux le sentiment d'appartenance. Parce que si vous devez, comme pour prendre le train, réserver et savoir il n'y a pas de place, est-ce qu'après-demain je pourrais venir ? Ça, au niveau de l'appartenance, comme vous dites, on voit bien qu'elle est très, 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 très relative. Très intéressant. On en a parlé sur le sujet des managers, c'est le côté, le message presque à toute heure qui dit où tu en es de. Et du coup, ça interroge justement sur quand est-ce qu'on coupe finalement son PC, son téléphone pro, quand est-ce qu'on fait usage de son droit à la déconnexion, si je puis dire. Et la question qu'on s'était sur laquelle on avait échangé avant, c'était de savoir comment il est possible aujourd'hui de trouver un équilibre, un nouvel équilibre dans cette situation où finalement on est toujours un peu au travail et un peu chez soi. Oui. Alors il y a un problème qui est celui-ci, c'est que beaucoup d'observations et d'enquêtes ont montré que les gens, je ne sais pas si ça va continuer, mais pour l'instant, travaillent plus lorsqu'ils sont en télétravail que ce qu'ils sont censés travailler, plus d'heures. C'est-à-dire que dans la journée, ils vont se lever tôt. Ils vont se lever peut-être à la même heure, mais beaucoup disent, je prends un café, même en pyjama, hop, je me mets devant mon ordi et je commence à la journée. Et certains disent, je mange en travaillant, je picore et je mange, et puis le soir, j'ai du mal à arrêter. Alors, comment comprendre ça ? Moi, je pense que il y a
le fait justement qu'il n'y a pas d'appartenance et de communauté. Et certains disent, quand on est dans l'entreprise, on voit les gens partir, on part avec. C'est-à-dire on a des heures, et puis rester tout seul alors que tout le monde est parti, ça n'a pas de sens. Puis les gens, en général, ils partent à l'heure. Voilà, la plupart, dans un open space, me disent-ils, commencent à se lever, les autres suivent et on s'en va. Quand on est tout seul, c'est pas pareil du tout, parce que on se dit, je peux peut-être un peu m'avancer, je peux peut-être un peu continuer, je peux peut-être améliorer un peu ça, je peut-être, voilà. Donc, il n'y a pas de signal de départ. Il n'y a pas de signal de départ. Bon. Et donc, on a tendance à rester un peu plus parce que, voilà, on veut être sûr qu'on a bien, Et puis, il y a un phénomène qui me semble aussi important. Alors ça, c'est plus une hypothèse que quelque chose qui a été vérifié. C'est, il y a une sorte de reconnaissance implicite de la part des salariés à l'idée qu'on leur fait confiance pour qu'ils puissent travailler en télétravail chez eux. Voilà. Parce que en France, plus que dans d'autres pays, les relations entre le management et les salariés est conflictuelle et il y a une sorte de défiance réciproque entre les managers et les salariés français, plus que dans beaucoup d'autres pays. Bon, c'est lié à l'histoire, c'est lié à la période des 30 Glorieuses avec un parti communiste à un niveau élevé, la CGT très combative, etc. Bon, il y a tout un historique mai 68 qui a été beaucoup plus fort en France que dans d'autres pays, avec 3 semaines de grève générale, avec occupation d'usines. Donc il y a cette défiance très très forte. Et là, les salariés qui avaient envie de rester chez eux à cause de la pandémie, etc., qui découvrent certains aspects a priori confortables, hein, comme disent certaines femmes, on n'a pas besoin de se maquiller, de se machin, ça prend du temps, c'est vrai. Vers les cheveux, les maquiller les yeux, machin, s'habiller correctement, vérifier les collants. Bon, on gagne du temps. Il y a un aspect confortable. Mais il y a aussi cette idée que voilà, le patron, il me laisse travailler chez moi, donc je me fatigue moins, je suis plus tranquille, etc. Donc il faut que je montre que je travaille aussi bien, sinon mieux, pour que ça. Surcompenser, si je puis dire, voilà. le fait qu'il nous... Voilà. En gros, on a une liberté qui nous semble être donnée. Un cadeau. On perçoit ça comme un cadeau. Absolument. Et on dit, absolument. mais c'est pas pour rien qu'il nous fait confiance. Donc il faut qu'il montre, que je montre qu'il a bien raison. Que je suis pas en train de... Et ça, je crois que il y a ça quelque part, qui fait que les gens en rajoutent un peu, inconsciemment peut-être même, inconsciemment. Et donc allonge les journées. Et c'est pour ça que une bonne partie du management, c'est très vite dit, oh mais c'est génial, on va pouvoir faire le télétravail systématiquement, on peut commencer à vendre des mètres carrés, c'est ce que certaines directions ont fait. Oui, parce que ça fait des économies. Ça peut faire aussi des économies en hiérarchie intermédiaire. Donc, cette idée, c'est très bien. Et puis au bout d'un certain temps, oui, mais point trop n'en faut parce que ils peuvent se démotiver. Quand je dis exacerbation, travailler dans le vide, etc., ça peut créer une démotivation, une perte de vitalité au travail, aussi une perte d'inventivité. Ça, c'est sûr. Quand on est tout seul, on est moins inventif que lorsqu'on peut brainstormer avec d'autres. Donc, ils veulent ce qu'ils appellent une hybridation, un équilibre entre les deux, qui leur permettent aux managers à la fois d'avoir la capacité de recréer du collectif pour stimuler l'imagination, l'inventivité pour des salariés, les faire revenir pour les contrôler quand même, les évaluer, leur montrer qu'ils sont quand même dans l'entreprise, et en même temps les laisser un peu chez eux pour leur donner l'impression que voilà, on leur fait confiance, on les estime et on souhaite leur bien-être. Et vous, dans vos études, vos recherches, vous avez trouvé si je puis dire, une entreprise qui serait vertueuse sur cette adaptation au nouveau rythme lié au travail? C'est peut-être trop tôt. C'est beaucoup trop tôt. C'est beaucoup trop tôt. Et je pense que les directions ne sont pas obsédées par la vertu. Hein. non mais sincèrement, ça fait pas partie de leur. Ils sont dans. Je dis pas que ce sont des monstres non plus, ni que ce soit des méchants, ni ça. Mais ils sont dans la logique stratégique. Oui. Et ça, c'est. La vertu, c'est pas nécessaire. Ça peut être instrumentalisé dans une logique stratégique, oui, quand on fait pour l'image de marque, on fait bien, etc., etc. Mais leur logique à eux, c'est comment garder une emprise suffisante sur les salariés pour qu'ils travaillent de la manière qu'on souhaite qu'ils travaillent. C'est ça leur logique.
Alors si faire une démonstration qu'on est vertueux, ça peut les stimuler parce que ça peut rendre la direction sympathique aux yeux des salariés, pourquoi pas. Mais leur but, c'est vraiment la stratégie. Cette idée d'emprise, vous avez oui. dit, elle est toujours encore très ou trop forte dans les comités de direction, quoi. Oui, c'est la base de la logique managériale, si vous voulez. Et cette logique, elle est très bien distillée dans les écoles de management, où on dit aux étudiants, vous êtes manager, c'est-à-dire que vous êtes seul face à un groupe que vous devez mettre au travail, mais qui est beaucoup plus nombreux que vous. Vous êtes seul et ils sont nombreux. Comment vous faire entendre? Comment asseoir votre autorité? Alors ils disent pas peut-être comment mettre votre emprise sur le groupe, mais c'est bien ça, c'est la logique. Voilà. Et la logique, c'est bon. Alors ça, soit on les séduit, on peut les séduire par des chief happiness officers, des tout ça, etc., ou des logiques vertueuses humanitaires d'un côté, mais de l'autre, il y a toujours cette contrainte véhiculée par les procédés, les protocoles, les méthodologies qui enferment le travail dans des logiques prémâchées par d'autres. Et on ne laisse absolument pas la possibilité aux professionnels de donner leur point de vue de professionnel sur la manière dont devrait être organisé leur travail. Voilà. On est là, c'est ça que j'appelle non vertueux. C'était très intéressant et l'échange là, il y a eu on a abordé des sujets que je pensais pas qu'on aborderait et c'était très intéressant. Est-ce que vous auriez des ouvrages peut-être que vous pourrez nous conseiller aux auditeurs pour qu'ils continuent peut-être leur recherche et s'ils sont intéressés par ce sujet? Alors moi j'ai écrit deux livres qui portent sur cette thématique. Le premier s'appelle La comédie humaine du travail, où j'analyse véritablement toutes ces tensions, contradictions qui ont été véhiculées par le management moderniste. Donc la comédie humaine du travail qui a été publiée en 2015 chez RS, et en janvier 2021 un autre livre qui s'appelle L'insoutenable subordination des salariés, où je mets en question justement cette logique de la subordination qui est celle qui garantit que rien ne change justement et que le management arrive toujours à imposer cette emprise. Et donc l'insoutenable subordination des salariés, c'est qui est publié chez RS aussi en 2021. Très bien. Pour terminer, je vais vous poser la question que je pose à tous mes invités. Quel conseil vous auriez pour le jeune Daniel qui a débuté dans le sujet dans la sociologie du travail? Ah, en tant que chercheur ou en tant que quoi? En tant que... Alors vous, si vous parliez à la jeune Daniel il y a quelques années. Ah, je lui aurais dit de s'intéresser beaucoup plus que je ne l'avais fait quand j'étais jeune chercheur et que je travaillais dans les usines, les entreprises, de s'intéresser plus à analyser les stratégies patronales que simplement le vécu du travail des ouvriers. Ce que je faisais systématiquement dans les grandes entreprises, dans les PME, dans le secteur public, mais c'est vraiment de s'intéresser aux stratégies managériales parce que on comprend bien comment ça fonctionne, tout ça, à partir du moment où on essaye d'évider la pelote justement de comment garder l'emprise sur les salariés, qu'est-ce que ça demande comme pratique, dispositif, idéologie. C'est ça qui est, à mon avis, très intéressant de comprendre aussi. Très bien, c'est un beau mot de conclusion. Merci beaucoup, Daniel Linard. Merci à vous. Merci d'avoir écouté cet épisode en entier. Si vous êtes toujours là, c'est que vous l'avez sûrement apprécié. Pour me donner votre avis, allez dans votre application de podcast préférée et laissez 5 étoiles à l'émission en allant dans la section notes et avis. Et on n'oublie pas l'invité. Retrouvez-le sur ses réseaux sociaux pour le remercier ou pour prendre contact avec lui. Les liens de liaison sont directement en description de l'épisode. Encore merci et à un prochain épisode.